Acte 1, page 162, jusqu'à la réplique du roi. La voici retirée. La chasse royale. Situation et introduction. Nous sommes au tout début de la pièce, après le prologue qui met en scène le directeur de théâtre et l'actrice principale. Le roi de Sienta est à la chasse, armé d'un arc, sur son char que conduit un cocher. Il poursuit une antilope qui l'a entraîné loin de son escorte, au plus profond de la forêt. Ce passage correspond à ce qui, dans le théâtre occidental, serait la scène 1, suivie du début de la scène 2. Le théâtre indien ne découpe pas le texte en scène, mais indique clairement l'entrée et la sortie des personnages, ce qui revient au même. Après un échange où seuls sont en scène le roi et son cocher, entre un nouveau personnage, un ermite qui invite le roi à mettre fin à sa chasse et dont on a retenu les premières paroles. Comme dans beaucoup de civilisations, les nobles guerriers de l'Inde ancien, en particulier les rois, s'adonnent à la chasse. C'est même, comme dans beaucoup de civilisations, les nobles guerriers de l'Inde ancienne, en particulier les rois, s'adonnent à la chasse. C'est même dans la mythologie et dans la littérature de l'Inde ancienne, une ancienne activité qui chez certains rois devient un vice, tant elle suscite en eux la passion. L'épopée contient plusieurs épisodes aux couleurs desquels un roi, emporté par son goût immodéré pour la chasse, encourt une malédiction dont les effets sont à l'origine d'une trame narrative. Ainsi, verrons-nous pendu dans le Mahabharata, condamné par un ascète ayant pris la forme d'un cervidé qu'il vient de tuer au moment de l'accouplement à mourir dès qu'il étreindrait une femme. Cet accident explique l'intervention des dieux qui s'uniront à ses épouses pour lui assurer une succession. Attendez un petit instant. On a dit Pandu dans le Mahabharata, condamné par un ascète ayant pris la forme d'un cervidé qui vient de tuer au moment de l'accouplement, à mourir dès qu'il entraînerait une femme. Cet accident explique l'intervention des dieux qui s'uniront à ses épouses pour lui assurer une succession. La scène sert d'introduction à la fois à l'acte et à la pièce. On passe en effet d'un monde à un autre, de la forêt où l'eau se livre à une chasse effrénée aux environs de l'ermitage de Kanva, lieu de sa rencontre avec Sakuntala, où tuer des animaux est interdit, où tuer des animaux est interdit, où tuer des animaux est interdit, où tuer des animaux est interdit. Donc, du monde des guerriers à celui des brahmanes, c'est aussi un exercice de virtuosité littéraire, composé jusqu'exclusivement de strophes écrites dans un style raffiné, relevant de Kavya, la poésie savante,
Elle s'efforce par l'écriture poétique de fixer le mouvement, celui de la gazelle qui fuit et celui du char qui la poursuit. Rappel concernant les langues du texte. L'intégralité de la scène est en sanskrit, marquée par les caractères italiques. Le roi et le cocher appartiennent en effet tous deux à des catégories sociales élevées, qui au théâtre parlent sanskrit. Le roi est un kshatriya, un guerrier, et le cocher, le fils d'un kshatriya et d'une brahmane. Réplique du cocher, strophe 6. Réplique du cocher, strophe numéro 6. Cette strophe descriptive prononcée par le cocher est tout entière placée sous le signe du regard, qui donne la clé de toute la scène. Il s'agit de transposer en poésie ce qui est perçu visuellement. Ce thème apparaît 3 fois dans la didascalie introductive. Regardons tour à tour. Au vers 1, jetons les yeux, et au vers 2, je crois apercevoir. Réapparaîtra tout au long de la scène dans la récurrence de l'impératif. Vois. Strophe 7, introduction de la strophe 8. L'approche est phénoménologique. La scène est perçue à travers le regard de l'observateur, dont la subjectivité est présente. L'objectif est de dépeindre le mouvement. Or, ce mouvement est celui d'une poursuite effrénée pour le percevoir et pour le décrire. Le regard du cocher que suit la strophe dans sa composition va de l'animal traqué au char qui le poursuit. Le cocher fixe successivement la gazelle et le roi, ce qui permet d'introduire une évocation glorieuse le personnage principal de la pièce. Comme souvent dans la littérature sanskrite, le mythe se profile derrière le spectacle du monde et offre à l'effort descriptif un archétype qui lui sert de référence. Ici, il s'agit à travers l'expression archer divin en son incarnation, du mythe du sacrifice de Daksa, que le dieu Siva est venu bouleverser pour se venger de n'y avoir pas été invité. Le sacrifice s'est enfoui après s'être métamorphosé en gazelle, que le dieu a poursuivi puis tué d'une flèche. Le recours à cet archétype dont l'un des traits saillants est le climat d'extrême violence. Nombre de références littéraires insistent sur cet aspect. Il n'y a rien de surprenant. Une défection de la poésie savante est l'éloge du roi, systématiquement comparé au dieu dont il reproduit sur la terre l'action bénéfique au niveau cosmique. Pardon, je relis cette idée-là. Le cocher fixe successivement la gazelle et le roi, ce qui permet d'introduire une évocation glorieuse de celle-ci, personnage principal de la pièce. Comme souvent dans la littérature sanskrite, le mythe se profile derrière le spectacle du monde et offre à l'effort descriptif un archétype qui lui sert de référence. Le mythe se profile derrière le spectacle du monde et offre à l'effort descriptif un archétype qui lui sert de référence. Ici, il s'agit à travers l'expression archer divin en son incarnation, du mythe du sacrifice de Daksa, que le dieu Siva est venu bouleverser pour se venger de n'y avoir pas été invité. Le sacrifice s'est enfoui après s'être métamorphosé en gazelle, que le dieu a poursuivi puis tué d'une flèche. Métamorphosé en gazelle, que le dieu a poursuivi puis tué d'une flèche. Le recours à cet archétype, dont l'un des traits saillants est le climat d'extrême violence, nombre de références littéraires insistent sur cet aspect. Il n'y a rien de surprenant. Une des fonctions de la poésie savante est l'éloge du roi, systématiquement comparé au dieu dont il reproduit sur la terre l'action bénéfique au roi cosmique. Réplique du roi, strophe 7.
Strophe 7. Pardon, l'appel à la prière. Je m'arrête un petit instant. Bon. Pardonne. Réplique du roi, strophe 7. Le regard et l'activité descriptive sont à présent le fait du roi qui voit la gazelle s'enfuir devant lui et fait un poème pour la dépeindre en la saisissant en plein mouvement. La strophe est beaucoup plus ample que celle du cocher. Elle est composée dans un mètre plus long et déploie une plus grande virtuosité. C'est normal. Les rois en Inde ancienne, tout au moins dans une littérature fortement idéalisée, sont de fins lettrés. C'est normal. Les rois en Inde, les rois il est composé dans un mètre plus long et déploie une plus grande virtuosité. C'est normal. Les rois en Inde ancienne, tout au moins dans une littérature fortement idéalisée, sont des fins lettrés, de fins lettrés. Poètes eux-mêmes, dotés d'un talent qui surclasse celui de ceux qui le servent. Le caractère descriptif de la strophe est marqué par les qualificatifs apposés ou par des propositions principales qui précèdent le verbe conjugué, rejeté à la fin de la phrase. Elle assemble son corps au vers 3, elle jonche la sente au vers 6. Les participes présents fléchissants, redoutant au passé fixé, mi-mâché en particulier, ont pour effet d'énoncer la simultanéité de mouvements différents, mais perçus ensemble comme un tout. Les gestes de la gazelle aux abois ne sont pas dépourvus de signification. Chacun d'entre eux du fléchissement du col de l'animal qui se retourne vers ses poursuivants aux bonds puissants par lesquels elle tente de s'en éloigner, en passant par l'abandon des herbes qu'elle mâchait et qui tombent sur le sol. Tous disent la terreur qu'elle éprouve. Il faut se référer à la théorie indienne du rasa, la saveur spécifique d'une œuvre ou d'un passage, associé à un sentiment particulier. Dans ce cadre, en effet, le comportement de la gazelle constitue un ensemble de déterminants dits conséquents,
dont la fonction est de traduire l'émotion ressentie. L'énoncé des signifiants de cette émotion la fait exister sur la scène et forme une combinaison qui entraîne la naissance du plaisir esthétique. Le philosophe Abhinavagupta commente d'ailleurs cette strophe précise, conçue comme un modèle du genre pour montrer comment le rasa du terrible naît de l'expression de la terreur. La strophe elle-même appelle une dernière remarque. L'herbe que l'animal apeuré laisse échapper de sa bouche est l'herbe d'Arba, une herbe particulière qu'on utilisait pour former la jonchée sur laquelle les dieux étaient invités à venir s'asseoir lors des sacrifices. Il y a donc là une subtile allusion au domaine rituel qui échappe à la traduction française mais que la note signale. Allusion qui annonce le changement d'atmosphère qui va succéder à cette première scène. L'ermitage n'est pas loin. Enfin, la phrase en prose qui suit la strophe vient rappeler la primauté du regard et son caractère subjectif. Je ne peux sans effort la distinguer. De la réplique en prose du cocher, page 100, à la strophe 8, page 101. Les trois phrases en prose que prononce le cocher ont pour fonction d'évoquer le décor, ainsi inclus dans le texte. Encore une manière d'évoquer textuellement le mouvement, ici le trajet effectué par le char, tandis que les deux protagonistes décrivaient la poursuite, le passage d'un terrain accidenté à un terrain plat préparé, l'arrivée à l'ermitage. Celui-ci, bien entendu, ne peut être installé que sur le second. La nature s'adoucit en quelque sorte au fur et à mesure qu'on s'en approche. La didascalie qui se situe au début de la troisième réplique du cocher. Il joue la vitesse du char, révèle un élément de la dramaturgie indienne. Chacune des actions, chacune des attitudes, chacun des mouvements susceptibles d'être accomplis par les personnages font l'objet d'un jeu spécifique, codifié en gestes minutieusement décrits dans la littérature théorique et signifiant aux yeux des spectateurs. Ainsi en va-t-il ici de la vitesse. La même remarque peut être faite à propos de la didascalie qui clôt la réplique suivante du roi. Il encoche une flèche, jeu de l'acteur. La strophe 8 est consacrée non plus à la description de la gazelle, mais à celle des chevaux qui entraînent le char du roi. Il faut remarquer ici encore la disposition syntaxique. Les coursiers, objets de la description, ne sont nommés qu'à la toute fin de la strophe. Dans le texte français, dans le texte sanskrit, l'action dans laquelle ils sont saisis, la course, ils volent, est mentionnée juste avant, cette fois encore, en un parfait reflet de la phrase sanskrite. Tout ce qui précède, à l'exception de la courte phrase du premier vers, les reins sont lâchés, qui évoque la circonstance expliquant ce qui suit et description des parties de l'objet décrit, soit sous la forme de proposition nominale V2, 3, soit sous celle des appositions V5, 7. Son l'une est développée par une proposition relative. Cette structure qui n'est pas sans évoquer les longues phrases à période de notre rhétorique classique vise là encore à saisir le mouvement. Le principe en sera d'ailleurs explicité dans la strophe 9. C'est en effet de la perception visuelle de ce mouvement que de saisir d'abord de manière discontinue ce qui en réalité ne forme qu'un objet. En l'occurrence, le corps des chevaux ainsi décomposé par le regard du roi. Réplique du roi, strophe 9. La phrase en prose qui introduit la réplique du roi nous rappelle un fait important. Le char et les chevaux sont des attributs des membres de la classe guerrière. Le kshatriya qu'on désigne souvent au moyen d'un vocable signifiant détenteur d'un char.
Les deux comparants que surpassent les chevaux attelés aux chars de Dushyanta sont d'ailleurs emblématiques de la royauté. C'est un universel anthropologique que l'identification du roi avec le soleil et Indra et dont le panthéon à la fois le dieu de la guerre, le roi des 33 000 dieux et l'archétype de la royauté. 14. Il entretient avec le roi héroïque du monde épique des relations privilégiées, ainsi qu'on le verra dans les deux derniers actes. Puisqu'il fera appel à Dushyanta pour combattre ses adversaires démoniaques, se trouve donc ici introduite allusivement la thématique de la souveraineté, essentielle dans la source épique, encore très importante dans la pièce de Kalidasa, où elle cède cependant le pas à la thématique amoureuse. La question de la royauté s'articule dans le mythe à celle de la génération et donc de la perpétuation de la lignée, doublement nécessaire pour assurer la continuité du culte aux ancêtres. La défaillance sur ce point entraînant condamnation à l'enfer est celle de la protection que le roi doit offrir à la terre. La trame épique se situe dans la perspective eschatologique d'une fin de cycle, dont un des symptômes est précisément le fait que les rois de la dynastie des Kourous meurent sans avoir eu de fils. Pardon, 3 minutes, je reviendrai. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, ainsi qu'on le verra dans les deux derniers actes, puisqu'il fera appel à Dushyanta pour combattre ses adversaires démoniaques. Se trouve donc ici introduite allusivement la thématique de la souveraineté, essentielle dans la source épique et encore très importante dans la pièce de Kalidasa, où elle cède cependant le pas à la thématique amoureuse. La question de la royauté s'articule dans le mythe à celle de la génération, et donc de la perpétuation de la lignée, doublement nécessaire pour assurer la continuité du culte aux ancêtres. La défaillance sur ce point entraînant condamnation à l'enfer
et celle de la protection que le roi doit offrir à la terre. La trame épique se situe dans la perspective eschatologique d'une fin de cycle dont un des symptômes est précisément le fait que les rois de la dynastie des Kuru meurent sans avoir eu de fils. Visitravirya, Pandu ou bien des fils monstrueux. Son frère Darastra de Sienta est lui-même à ce point un roi sans enfant. Son union avec Sakuntala doit lui assurer une descendance en la personne de Bharata, descendance que sa perte passagère de mémoire lui fera manquer de rejeter. La strophe 9, dont l'objet est énoncé par le dernier vers, plus court que les autres, tant le char est rapide, développe la dimension phénoménologique de la description. C'est une véritable réflexion que mène le roi sur l'illusion visuelle suscitée par la vitesse, ce qui me semblait. Elle se développe à travers une série d'oppositions. Infime, FC grandit. Disjoint, FC réunit. Courbe, FC se redresse. Proche, lointain, la seconde de ces oppositions aux strophes 7 et 8 qui dépeignent les animaux de leur élan. Rétrospectivement, la gazelle et les chevaux proposent en cela une sorte de poétique de la description du mouvement. Il s'agit de percevoir l'objet à travers la perception quasi simultanée de ces parties, qui s'offrent disjoints à la vision mais qu'il faut rassembler. Enfin, cette phénoménologie qui dénonce une illusion dans l'ordre de la perception préfigure d'une certaine façon l'illusion mentale. Pendant dramatique de l'illusion cosmique, la Maya des philosophes, qui obscurcira la mémoire de Dushyanta à l'acte 5, l'empêchant de reconnaître Shakuntala et ne préfigure pas seulement l'oubli, comme aussi la reconnaissance qui assurera le dénouement heureux de la pièce. Le roi, une fois la distance réduite entre lui et sa proie, reconnaît l'unité et la forme réelle de l'objet dont la distance lui offrait une perception brouillée. La conscience succède à l'illusion, comme la mémoire succédera à l'oubli, l'amour au reniement. La conscience succède à l'illusion, comme la mémoire succédera à l'oubli, l'amour au reniement. Il s'agit ni plus ni moins d'une mise en habit. La phrase en prose par laquelle s'achève la réplique du roi anticipe par un emploi du présent verbal qui annule en quelque sorte les oppositions temporaires. Le futur immédiat et la mise à mort de l'animal poursuivi. Elle représente l'acmé dramatique du passage et constitue le dernier énoncé relatif à la chasse. La voix off d'un ermite vient au moment décisif renverser la situation. Dialogue final, strophe 10. Dialogue final. Espera un momento.
Dialogue final et strophe 10. On assiste à une rupture radicale, à des strophes descriptives. Sorte d'arrêt sur image succède un rapide dialogue composé de répliques relativement brèves et en prose, à l'exception de strophe 10. Au mouvement précipité de la chasse succède l'immobilité apaisée qu'on verra ensuite régner dans l'ermitage. C'est dans cette métamorphose soudaine que réside le sens du passage, transition vers le moment de la rencontre. Les paroles alarmées de l'ermite, qui n'est pas encore visible. Interjection, point d'exclamation, double répétition de l'impératif verbal avant et après son entrée en scène affective indique qu'une frontière a été franchie, qui délimite un nouveau territoire où règne un ordre différent, celui de l'ermitage et de ses valeurs opposées à celles de la chasse royale. Un impératif absolu et interdit le meurtre, sans mise en scène ici la répartition traditionnelle des rôles entre les membres de la chasse guerrière et ceux de la chasse sacerdotale, représentée par les ermites, et celle entre la sphère du politique, qui inclut l'exercice de la violence, et la sphère du religieux. La seconde doit imposer sa loi à la première. Sedon arma togai. La courte strophe 10, prononcée par l'ermite, énonce d'ailleurs le devoir du roi, protéger l'infortuné. Le roi se soumet immédiatement sans la moindre hésitation. Retiens tes coursiers. La flèche voici retirée, entraînant son cocher. Dans cette obéissance, j'obéis. Dushyanta est un bon roi, respectueux du dharma, et comme on l'a précisé, l'œuvre littéraire est à sa louange. Son immédiate soumission est là pour le rappeler. Conclusion. Cette scène où un peu plus liminaire joue un rôle de transition entre le monde guerrier, représenté ici par la chasse, et le monde rituel de l'ermitage. Cette transition est aussi une rencontre. L'ermitage est le lieu où s'effectuera la rencontre fondatrice de Scienta et de Shakuntala, celui où la seconde encourra la malédiction qui se traduira par sa non-reconnaissance par le roi. Pardon, un petit instant. La scène où un peu plus liminaire joue un rôle de transition entre le monde guerrier, représenté ici par la chasse, et le monde rituel de l'ermitage. Cette transition est aussi une rencontre. L'ermitage est le lieu où s'effectuera la rencontre fondatrice de Dushyanta et de Shakuntala, celui où la seconde encourra la malédiction qui se traduira par sa non-reconnaissance par le roi. Donc, le lieu où se nourra le drame, elle accueille également la promesse essentielle d'un fils qui deviendra un souverain universel. C'est l'objet de la prédiction de la strophe 11 et qui prolongera la lignée. Un fils qui sera l'ancêtre des protagonistes de la trame épique. Piste pour un commentaire composé de ce texte. On pourra analyser ce texte selon trois axes. Un passage de transition, rôle du passage comme référence à la source épique à laquelle il rattache la pièce. Passage de la forêt à l'ermitage, deux lieux qui sont placés sous des régimes différents. Un passage du monde de la chasse et de la violence à celui des observances rituelles et de la rencontre à venir. Une poétique de la description du mouvement, travail sur la syntaxe, distribution de la parole qui met en évidence le talent littéraire du roi. Une phénoménologie, importance du regard, de la perception, brouillée par la vitesse puis corrigée, transformation qui permet une mise en abîme de la trame dramatique. Acte 11. Acte 111. Page 131-133 de l'entrée du roi, en haut de la page jusqu'à la strophe 6. Didascalie initiale, strophe 2. Waouh, très bon travail cela.
C'est un très bon travail. Ah, merci. Édition des ellipses. Juste pour le respect des droits d'auteur, je l'ai déjà signalé dans les autres vidéos, ça c'est tiré des ellipses. La fin de passage de l'exclamation. Est-ce que c'est consacré? Piste pour un commentaire composé de ce texte. De ce texte. De ce texte. De ce texte. On s'arrête là, je pense. Chapitre 2. Le chant d'une nuée d'été de William Shakespeare. Très bien, je m'arrête là.